Et comme une curiosité en appelle une autre, Yvan file maintenant vers la rue Doudoville où derrière une façade sans caractère se cache un véritable trésor. Le MEG, le musée de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public. Un décor digne des aventures de Blake et Mortimer qui existe grâce à une poignée de retraités d'EDF et GDF. Bonjour. Ah bah je vois que j'arrive au bon moment. Ah oui. L'heure du café. Vous voulez un croissant? Ah bah volontiers, puis un petit café surtout. Ah ben, c'est un problème. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ça sent bon. Mais c'est un musée d'électricité ou c'est un club de cuisine ici? Les deux. C'est avant tout une association de bénévoles, oui. Oui, voilà, c'est un endroit pour se retrouver, pour se rencontrer. Alors moi je voudrais quand même le visiter, le musée. Oui. Bien sûr. Bon, qui s'y colle alors? Pour l'éclairage, je veux bien m'en occuper, oui, si vous voulez. Eh ben on y va. Donc là, Jean-Jacques, on est au 3e et dernier étage du musée, mais on est dans la partie consacrée à l'éclairage, c'est À ça? l'éclairage de Paris. Ça, je connais, c'est un lampadaire parisien. Voilà. C'est exactement la copie des premiers modèles qui ont été installés rue de Rivoli, 1829. C'est la première rue de Paris qui a été éclairée, alimentée au gaz. Au gaz. Les usines étaient dans Paris Ouais. et par un réseau de tuyaux en bois. Le gaz passait là-dedans? Oui. Mais ça devait pas être étanche. Eh ben, c'était bitumé. Et comme le gaz de ville, c'est un gaz qui est humide, disons que plus ou moins, les fuites s'auto-fermaient, quoi, on va dire. Dans du bois. Dans du bois. Et ça a duré combien de temps, ce réseau-là? Voilà. Et ça a duré plus de 50 ans. Hein. Et alors, on les allumait avec ça, c'est ça, non? Comme la ville de Paris voulait que tout s'allume à peu près à la même heure, vous aviez dans les rues de Paris jusqu'à 1200 allumeurs de réverbères. Non. Oui. Parce que cet éclairage-là, ça a quand même changé complètement Paris, hein, parce qu'il faut imaginer qu'avant, c'était très sombre, Paris. Avant, c'était des lanternes qui fonctionnaient avec de l'huile de tripe de porc. Waouh, ça devait pas sentir bon. Voilà, c'est ça. Dans les rues de Paris, vous aviez une odeur pestilentielle. L'arrivée de l'électricité à Paris, c'était quand, précisément? Environ 1850, 1860. On a commencé à voir, dans les rues de Paris, des lampes qu'on a appelées les lampes à arc. Mais l'inconvénient, c'est que ces charbons se brûlaient très vite. Et au bout de 150 heures, ça ne marchait plus. Ah, c'est pas beaucoup, 150 Voilà. heures. Alors, donc, dans les rues de Paris, on a retrouvé des armées de types qui passaient leur journée à changer les charbons dans les lampes à arc. Alors ça, c'est la révolution, la lampe à incandescence. La lampe à incandescence, vous voyez, ça, c'est les appareils. C'est un appareil qui était, par exemple, sur la place de l'Hôtel de Ville, avec sa lampe à incandescence. Hein. Avec des matériaux nobles, hein? Quand le matériau noble était présentable, il était en cuivre, on le laissait en cuivre jusqu'en 1940. Quand les Allemands se sont approchés de Paris, la ville de Paris a ordonné de peindre tout ça avec de la peinture pour pas que les Allemands nous volent les métaux précieux. Et comme ils avaient sûrement un stock de peinture marron, c'est resté la couleur emblématique du mobilier parisien, puisqu'encore aujourd'hui, on peint les candélabres en marron. Là, on a une belle collection de lampadaires, là. Oui. Alors c'est les lanternes qui ont été installées sur le pont Alexandre III pour l'exposition de 1900. Et c'est un vrai de vrai, ça? Ça, c'est un vrai de vrai. Et comment il est arrivé ici? C'était une carcasse qui est traînée dans les services pendant longtemps et qu'on a fini par récupérer. On lui a retrouvé sa flamme, on a remis. Et puis la verrerie, c'est la suite de la visite d'un collègue qui avait gardé un verre comme cendrier sur son bureau. Et donc on a récupéré, puis on a fait faire des moulages pour pouvoir la rhabiller. C'est vrai qu'à une certaine période, on mettait les anciens lampadaires à la benne, on les détruisait? Oui, quand je suis arrivé dans la boîte, dans les années 70, c'était l'époque du tout moderne, on voulait du moderne partout. Et il y a beaucoup d'endroits, les lanternes ont été déposées, ont été écrasées au bulldozer et mis à la benne. Waouh! Voilà. Donc il n'y a que depuis, on va dire, 15-20 ans que maintenant on ne touche plus, on restaure, comme celle-ci, hein, on les a réparées et maintenant on les met en valeur. Ça a éclairé la Tour Eiffel, par exemple? Ça a éclairé la Tour Eiffel jusqu'en 1970, par là. Il y a un savoir-faire quand même français sur l'éclairage. Ah oui, c'était mon boulot en fait. Hein.
l'éclairage des monuments à Paris, en France et puis après à l'international. Alors comment ça se passe quand on vous dit par exemple qu'il faut éclairer l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel? On planche, on dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que veut le client? Est-ce qu'il veut un éclairage fixe, dynamique? Est-ce qu'il veut de la couleur? Est-ce qu'il n'en veut pas? Et puis on fait une simulation, maintenant c'est sur ordinateur. Mais avant, souvent les clients, ils voulaient une simulation en vrai. Et on lui faisait un morceau d'éclairage sur site pour lui faire constater qu'est-ce qu'on avait inventé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le fameux projecteur Infranor de Mazda. C'était le projecteur le plus performant créé dans les années 50. Il y en avait 170 dans le Champ de Mars pour éclairer la Tour Eiffel. Ça devait cracher, non? Voilà, ben, on va le faire cracher si vous voulez. Ah oui, effectivement, ouais. Voilà. Merci Jean-Jacques. C'est très sympa, c'est une vraie découverte, c'est unique ce musée. Ben, content que ça vous ait plu. On peut le visiter sur rendez-vous, c'est ça? Sur rendez-vous et par groupe de 20 maximum. Merci vraiment, sincèrement. C'était une belle balade dans l'histoire de Paris aussi, parce que l'électricité, c'est aussi l'histoire de Paris. Tout à fait. Le musée de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public, un monde à part à découvrir uniquement en groupe et sur réservation.